dis tout ça et pendant ce temps, je vois mon ami Georges Goma qui s'installe doucement avec son invité, Monsieur Pagop, qui s'installe en studio. Le temps de les laisser s'installer. Moi aussi pour vous dire qu'il y a une fusillade cette nuit à Las Vegas, au moins 50 morts, 200 blessés, c'est ce qu'on dénombre là pour le moment. C'est arrivé hier soir, un homme qui a ouvert le feu à l'arme automatique, rien de moins, mais on sait que ces armes-là sont en vente régulièrement dans les... pas dans les pharmacies, mais presque aux États-Unis. Enfin bref, ne banalisons pas parce qu'il y a quand même 50 morts. C'est un festival de musique en plein air dans les rues de Las Vegas. Le tireur était situé au 32e étage d'un hôtel. Le shérif de Las Vegas, Joe Lombardo, a annoncé que le tireur aurait été tué là. Et il aurait ouvert le feu à partir de l'hôtel Mandalay Bay, qui est situé à quelques pas du Las Vegas Boulevard, le grand boulevard. Donc, le tireur serait un homme de 64 ans qui s'appellerait Stephen Paddock. Pas de lien avec l'État islamique. C'était d'ailleurs un résident de Las Vegas. Enchaînons avec notre ami Georges et son invité ce matin, là, Georges Goma. Certains ne sont pas trop habitués de l'entendre le lundi. Bonjour, Georges. Bonjour, Caro. Comment vas-tu? Ben écoute, un peu en retard, il y a l'achalandage dehors. Ben oui, alors les voilà. travaux partout. Alors, sinon, c'est comme bien, ça. C'est pas bien. fini, on est encore au mois d'octobre et ce sera comme ça tout l'hiver pratiquement maintenant à ce temps. Voilà. On va parler parce que tu as un invité de marque. Alors, il s'appelle Michel Pagop. Il est écrivain et historien. Bonjour, Monsieur Pagop. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais bien, madame. Ouais, bon, ben, excellent. Alors, vous êtes historien, vous avez fait paraître un livre intitulé, un guide de généalogie en Afrique noire. Georges, c'est intéressant et Monsieur Pagop pourra nous l'expliquer, mais oui. en Afrique, c'est pas commun la généalogie. Oui, voilà. Mais écoutez, c'est pas commun la généalogie en Afrique. La généalogie, c'est une science qui est proche de l'histoire déjà et qui a pris vraiment base en Europe. Déjà, dans les familles nobles, d'abord, dans les familles nobles, parce que c'est là où les problèmes de la filiation, de la transmission des richesses étaient très courants. Et puis après, progressivement, la généalogie s'est établie comme vraiment une discipline importante dans l'étude de la parenté en Occident. Et en Afrique, la généalogie, c'était quand même quelque chose. Monsieur Pagop aura le temps de bien nous éclairer là-dessus. Je crois que c'est une nouveauté et on peut aisément dire que Monsieur Pagop est parmi quand même les premières personnes vraiment à introduire la généalogie en Afrique. Et pourquoi avoir choisi de cette discipline scientifique, Monsieur Pagop? Oui, madame. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi ce qui est. C'est-à-dire que la généalogie n'est pas quelque chose de nouveau en Afrique. Peut-être que l'écriture est nouvelle en Afrique. Ça ne fait pas longtemps que l'écriture a pénétré ce continent, mais la généalogie se vit en Afrique depuis toujours. Oui. Alors, c'est ça qui m'a surtout plu. La vie des Africains, la vie familiale, c'est vraiment le centre de la vie, même de l'homme. Alors nous, ici, la généalogie au Québec, je vous dirais que c'est quand même assez facile. On a une histoire relativement courte. Mais en Afrique, alors là, ça remonte à la nuit des temps, là. C'est une discipline qui est plus complexe. Ça remonte à la nuit des temps. L'Africain a une profondeur très grande. Mais oui. De son histoire familiale, de l'histoire familiale. Il y a eu bien sûr des situations malheureuses qui ont créé parfois des fossés dans l'histoire des familles. Par exemple, quand vous savez l'esclavage. L'esclavage voilà une situation où les familles de ce continent se trouvent privées en près de 4-5 siècles, de près de 20 millions de gens qui sont arrachés à leur famille et qui s'en vont sans laisser de lien. Voilà. Les familles se trouvent privées de liens, ne peuvent plus des deux côtés de l'Atlantique. L'Atlantique, c'est vraiment un fossé, là. Oui, c'est un fossé de un océan généalogique, voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, où les Africains ont sombré dans l'histoire familiale. Si bien que
ceux qui sont du côté de l'Amérique aujourd'hui, ils cherchent à tendre la main pour retrouver les liens avec ceux qui sont restés en Afrique. Mais c'est une situation assez compliquée, difficile aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de méthodes qui tentent de faire ça. Donc, pour ceux qui sont restés en Afrique, qui sont là, qui aussi cherchent à savoir où sont partis leurs descendants. Voilà. Alors, Oui. ça reste aujourd'hui un dilemme. Mais pour moi, je m'intéresse surtout à l'histoire des familles qu'on trouve en Afrique. Mhm. Oui. Et outre les frontières, parce que les frontières en Afrique sont définies, il y a des dictateurs, genre, Oui, je vous en parle oui, régulièrement, oui, pas oui. toujours facile parce qu'il y a eu beaucoup de mouvances, beaucoup de migrations, il y a eu beaucoup de populations déplacées, là. Oui, ces mouvements n'entament pas la structure des familles. Que les familles soient réparties sur 2 ou 3 territoires nationaux différents, ça n'empêche en rien la famille de garder son unité. Mais pour vous, c'est plus difficile, non, de retracer Voilà. avec les papiers et tout ça? Est-ce que ça pose une certaine difficulté? Oui, c'est que parce que nous vivons toujours, les Africains vivent toujours en se retrouvant. Ouais. Le Camerounais qui est au Cameroun ou avec des ancêtres ou des descendants au Nigeria ou au Tchad ou au Gabon ou au Congo, Brazzaville, les pays limitrophes là, ils savent toujours se retrouver. Oui. Il n'y a pas de problème de rencontre des familles. Mm-hmm. Les familles sont transfrontalières. Il n'y a pas de limite pour les familles de se retrouver. Les réunions de famille, tout cela, rien ne gêne les mouvements, les retrouvailles. Vous avez une formation d'historien d'abord et vous avez été tenté par la généalogie. Comment ça s'est présenté dans votre cas? Ça vient tout naturellement. Et je me rappelle lorsque, en 1955, ma maman devait accoucher de ma sœur cadette. C'est moi qui l'ai conduite à l'hôpital. Mon père, ce matin-là, il était malade. Il m'a dit, conduis maman à l'hôpital. On devait faire 5 kilomètres à pied. Je l'ai conduit à l'hôpital. Et là, je me suis présenté. J'ai expliqué, la sage-femme a pris maman pour aller dans la salle d'accouchement. Après quelques instants, elle vient me dire, ta maman a accouché. Elle demande que tu donnes le nom. Oui, vous étiez responsable du nom. Le père a dit que c'est toi qui dois donner le nom, mais le prénom. Pour le nom de famille, le nom est déjà connu, mais le prénom, c'est toi qui donnes le prénom. J'ai donné le nom Marie Noumimbo, c'est-à-dire, voilà. C'est moi qui ai donné le nom. Et c'était une religieuse. Elle a écrit cela sur un bout de papier. Un bout de papier, elle me l'a tendu. J'ai mis ça en poche. Et en 1975, lorsque ma sœur devait se marier, j'ai sorti tout simplement le bout de papier. Je l'avais encore. Ah ouais. Je l'ai gardé depuis 1955 jusqu'en 75. Je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. Elle s'est mise à pleurer. Ah. Oui, il y avait tout écrit dessus. Né à 6h10, etc. C'était un baptistère presque officiel. Voilà. Donc, alors là, je me suis senti vraiment... Oui, j'étais dans la ligne de la généalogie. La généalogie, c'est d'abord la documentation. La documentation, les papiers de famille et autres. Par tous les moyens. Vous, dans votre guide, vous apprenez, comme j'ai pas feuilleté malheureusement le guide, mais vous apprenez aux lecteurs comment construire leur arbre généalogique? Voilà. J'apprends d'abord la construction de l'arbre généalogique vient à la fin. L'arbre généalogique que vous voyez n'est que une présentation très partielle du travail qui a été fait sur l'individu par un parent. Lorsque chaque homme devrait être chercher d'abord ses ancêtres. Chaque homme, c'est individuel, c'est une action, c'est une entreprise individuelle. Chacun est engagé à rechercher ses apparentés, ceux qui sont liés à lui par tous les liens. Alors, quand vous recherchez, vous avez
cette responsabilité-là de rechercher tous les documents qui vous permettent de connaître tout le réseau familial, les liens qui vous lient. Quand vous dites par exemple que tel est votre oncle ou tel est votre cousin, bon, vous avez trouvé ça comment? Est-ce que vous êtes... Et ça doit être précis. En généalogie, vous ne dites pas des choses comme ça parce que vous avez entendu dire, mais il faut vérifier. Il faut, quand c'est écrit, même quand c'est écrit, il faut vérifier. Oui. Moi, par exemple, j'ai vérifié mon acte de naissance pour voir si c'est authentique. Et puis? Mon acte de naissance officiel, j'ai vu que c'était faux. La date était fausse. Ah, vous fêtiez pas votre anniversaire au bon moment. Ça fait 2 ans que j'ai trouvé, avec précision. Ça fait 2 ans là. Pas toujours facile d'avoir la bonne information. C'est après 77 ans que j'ai trouvé. Vous êtes patient, là, vous avez fait acte de patience. Voilà, tout ce qui m'est arrivé, j'ai les cartes de baptême, l'acte de naissance officiel. Bon, à la mairie, j'ai trouvé l'acte ne correspondait pas à l'acte la carte de baptême. Mon père il travaillait à la mission, il travaillait à la paroisse, c'était le jardinier paroissial. Donc quand je suis né, c'est lui qui a communiqué au prêtre que j'ai eu un enfant tel jour-là, je ne peux pas travailler. Et le prêtre a noté ça. Alors que le jour où il est allé à la mairie, c'était un autre jour, on a pris une autre date. Voilà. Oui, c'est une histoire assez cocasse. Georges, j'ai une question pour M. Pagop. Oui. Mais vous parlez de la généalogie, l'importance de la documentation. Oui. L'importance de la documentation, mais on est quand même en culture africaine. Bon, maintenant ça va. Mais autrefois, c'était quand même des cultures, des traditions orales. C'est-à-dire que les documents, c'est quand même des choses qui n'existaient pas nécessairement. Mais comment surmonter un peu cet obstacle dans l'établissement des liens de filiation et ainsi de suite? Voilà, ça c'est une question qui me permet de répondre au titre. Pourquoi ai-je mis guide de généalogie en Afrique noire? C'est d'abord la méthode est la même. Il n'y a pas de généalogie de l'Afrique à part et la généalogie ailleurs. Non. C'est la méthode de recherche des documents, mais des documents de tout genre. Vous savez, lorsque nous étions jeunes, à l'école, on nous disait que l'histoire est la connaissance la connaissance du passé basée sur les écrits. Oui. Mais comme Georges dit, souvent c'est à l'oral que ça se passe. Ça se sait pas. Voilà. Mais avec le temps, on a montré que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas seulement basé sur les écrits. C'est basé sur toutes les traces de l'homme. Les traces de l'homme sont les objets d'art, les objets de culture, les objets de rituels qui expriment le goût de... Par exemple, j'ai pris comme échantillon ma région de naissance au Cameroun, qui est la région de l'Ouest. Les populations, ce sont les Bamileke. Ils ont des traditions qu'on retrouve aussi parce que nous appartenons à l'ensemble du peuple bantou, l'Afrique noire. Toute l'Afrique noire, disons depuis le Cameroun jusqu'en Afrique orientale et l'Afrique du Sud, c'est ce grand peuple bantou qui est vraiment l'essentiel du peuple noir. Alors, ce peuple, mais il y a des particularités par région qui ne font pas vraiment une différence nette. Chez les Bamileke, il y a des traditions, par exemple, pour conserver les ancêtres. Les ancêtres, d'abord, c'est presque une religion. Les ancêtres sont vénérés, il y a le culte des ancêtres. Et comme c'est un peuple qui a émigré suite aux guerres, il ne fallait pas, on ne pouvait pas faire des cimetières stables et dire, bon, voilà, là où je vais trouver mes ancêtres. Ça va se retrouver en territoire ennemi et vous ne pouvez plus accéder aux ancêtres. Donc, les gens se déplaçaient avec leurs ancêtres. Quoi? On ne pouvait pas porter tout le reste. Tout ça, non, on prenait l'élément de l'homme physiologiquement qui résiste le plus, c'est le crâne.
Alors, chaque famille Bamileke a dans sa concession, dans sa maison, un lieu de culte. Un lieu de culte. Ah oui. Une maison, disons, un coin de crâne. Ça peut être une petite construction à part la cuisine ou bien la grande salle familiale où l'on range les crânes dans l'ordre chronologique. Ah ben, il faut que ce soit dans l'ordre chronologique. Oui. Ça, c'est rangé et le chef de famille, c'est-à-dire il y a cette notion de chef de famille, le successeur ou le porte-parole de la famille, il est initié à la connaissance de chaque crâne individuellement. Ouais, le nom, c'est de l'information sans qui se vous transmet. couper là, mais les crânes quand même, c'est pas tous les crânes. Il y a peut-être aussi des personnes sur qui on prélève le crâne, parce que s'il faut enlever le crâne de tout un chacun, mais on n'en finira pas. Voilà, là, on peut croire que ça peut être sélectif dans certaines, dans les chefferies, les grandes chefferies. Le chef a peut-être 50 femmes, etc. Donc, mais les crânes sont toujours pris en compte par la famille ou par la famille. Même si dans la grande famille, la famille nucléaire, il y a toujours quelqu'un qui prendra la crâne de sa maman. Oui, ce n'est pas parce que une femme, tous les crânes sont pris en compte par un membre de la famille. Les crânes, disons, de la grande concession dans l'ordre successoral, tous les successeurs qui sont passés par là, leurs crânes sont bien sûr bien représentés. Ceux qui sont partis de la grande famille pour aller dans la famille, pour aller fonder leur famille, qui partent, ils reconstituent de nouveaux foyers où l'on conserve toujours les crânes. Donc, ça se perpétue tout à fait. Mais dites-moi, Monsieur Pagop, votre guide, là, c'est utile pour la diaspora, comme des gens comme Georges. Ils sont nombreux, les Africains, aux États-Unis, au Canada, en France, qui veulent retrouver leurs origines. Votre guide est disponible pour ces gens-là, principalement. Mais je veux peut-être répondre, parce qu'il concerne, c'est moi qui suis visé, là. Ouais. Est-ce que ça me concerne? Peut-être Monsieur Pagop pourra revenir un peu sur la réponse que je vais donner. Peut-être que dans je pense que oui. Je pense plus que jamais, d'autant plus que quand on vient en diaspora, on en a souvent parlé ici à CKRL avec Caro, nous, quand on vient en diaspora, on se perd aussi. On se perd parce qu'on trouve une descendance qui se perpétue ici, et parfois ceux qui sont venus depuis des années et des années perdent quand même toute trace. Après 2-3 générations, on finit. Ça va vite. Donc le guide de généalogie de M. Pagop est plus que la bienvenue aujourd'hui, et que beaucoup de gens devaient s'y intéresser et accorder une certaine importance à l'étude généalogique, parce que les enfants qui naissent ici, dis donc, c'est tout un problème. Sont-ils des Africains? Sont-ils des Européens? Sont-ils des Canadiens? Sont-ils des Américains? Parfois aussi, il y a un rapport identitaire là-dessus, où les pauvres aussi sont perdus là. Oui, tout à fait. Alors dites-nous donc, Monsieur Pagop, en terminant. Le problème des émigrants, on n'est pas émigrant joyeusement. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas parce qu'on est heureux d'être ailleurs. Les migrants, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour toutes ces raisons, il s'en va, mais l'Africain, il s'en va pour toutes ces raisons-là, mais il reste en Afrique. Oui. L'immigrant qui est parti, qui est né en Afrique, il reste là et il est vraiment membre de la famille. La plupart vivent ici, mais ils ont la tête en Afrique. Ils nourrissent la famille, etc. Voilà, la culture. Bon, mais pour la descendance qui est née ici, et je l'ai dit à toute ma descendance, à tous mes enfants, avec les petits-fils, je leur demande d'avoir toujours des liens, de garder ces liens. D'abord, ce livre, ce n'est pas seulement eux, parce qu'avant, j'ai fait le premier livre que j'ai fait, qui est ma généalogie, c'est-à-dire la recherche la vôtre de votre famille. Dans ma famille,
qui est un document privé. Parce que généralement, quand vous faites une généalogie, il y a des données personnelles dedans. Oui, tout à fait. Alors là, c'est plus global, le guide de généalogie. Voilà. Ça, dans la famille, je distribue pour que chacun voit, pour ceux qui sont plus grands, qui sont partis de l'Afrique, qui s'en rappellent constamment, que ceux qui sont nés ici, qu'ils voient ça, qu'on affiche ça au mur. La généalogie, c'est on porte ça sur un tableau généalogique qu'on affiche au mur. Et je me rappelle, dans ma maison, au village, au Cameroun, j'ai pris un mur que j'appelle le mur généalogique. C'est-à-dire, ce mur, on en trouve aussi ici. J'en ai trouvé à Lourdes. Je suis allé à Lourdes dans la maison de Bernadette. Oui. Et j'ai trouvé un mur consacré à sa famille. Alors, vous avez fait un peu la même chose. Voilà. Avec... Oui. Et chez moi, j'ai pris ça maintenant vraiment plus développé. C'est devenu une œuvre d'art. Chaque enfant, chaque individu de la famille, il est représenté par sa photo et des éléments généalogiques à retenir. Voilà. Alors, écoutez, le temps file, mais le guide, est-ce qu'il est disponible ici, ce guide au Québec? Disons que... On le fait venir de toute façon maintenant, oui, tout à fait. Oui, il a les liens. Par Internet, on peut trouver certainement. Le guide de généalogie en Afrique noire, Michel Pagop, je pense que, ou en allant dans son sa librairie, on pourra le commander tout à fait. Voilà. Alors, c'est un plaisir. La petite dernière chose, Caro, je vais te livrer un secret. Oui. Mais n'en parle pas aux autres. Hein. D'accord, en 30 secondes. En 30 secondes, Monsieur Michel Pagop, c'est mon beau-père. Oh, dites. Voilà, donc ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne. C'est pas une affaire familiale. D'accord. Voilà le secret. Voilà. Écoutez, bienvenue à l'émission. C'était un très beau passage. Et puis, vous êtes le bienvenu à n'importe quand vous voulez, Monsieur Pagop. Merci beaucoup, Georges. C'est moi qui te remercie de passer en dehors de mes horaires habituels. Oui, on se retrouve demain. Exactement. Voilà. Merci, Caro. Merci à vous deux. Je suis très heureux d'avoir eu cette occasion de... oui, c'était intéressant de parler de généalogie en Afrique. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Merci beaucoup à vous deux. Marie-Claude Boileau s'en vient dans quelques petites secondes après la pause publicitaire parce qu'on a pris un peu de retard, bien sûr. C'est les publicités de 8 heures qu'on écoute à l'instant. 89.1